personnel me montre que le temps est extrêmement variable. Ah, salut. Et elle est en train de me faire un topo. Et donc, je le constate, je le confirme, on me le confirme, je le vois pour mes élèves, le temps, effectivement, est quelque chose qui devient plus dense quand on travaille, et même les enfants. J'ai des enfants qui d'habitude sont très agités, et tout à coup il y a une espèce de concentration et le présent devient une bulle, une espèce de parenthèse qui n'a plus de limite. On ne s'arrête plus, on ne pense plus à la fin, on est dans quelque chose complètement magique. Et puis alors bon, on sait que la souffrance, que la maladie mentale, la dépression ralentit terriblement, la souffrance peut aussi donner des sensations de fulgurance du présent, où on arrive à surmonter tout à coup, ou au contraire, ça n'en finit pas on n'en finit pas de lutter pour rien, ça continue, ça recommence. Et en tant qu'artiste, comment vous vivez le présent, vous l'exprimez? En tant qu'artiste, je le vis avec des moments très très variés, parce que en tant qu'artiste, on peut réussir quelque chose. Et alors là, le temps est fluide, merveilleux. Et puis quelquefois on rame. Et comme on rame, c'est long. Et puis quelquefois il faut finir, on en a marre et on n'a plus assez de temps aussi. Moi, par exemple, pour préparer les portes ouvertes, j'avais pas fait grand chose et donc j'ai dû finir des tableaux, j'ai dû les accrocher, ça s'accrochait pas, je vous dis pas la galère et le temps pénible que ça a été. Et à ce moment-là, il manque du temps. Le présent devient fuite en avant, fuite vers ce qui est vers ce qu'il n'y en a plus assez, vers le trop peu. Et le moment de la création, est-ce que vous avez l'impression de rentrer dans une autre temporalité? Ah ben oui, voilà. Le moment de la création, c'est un ailleurs. Moi, j'ai fait ma thèse, sur la psychose, et je disais, je comprends bien la psychose parce que je suis artiste, et parce qu'en tant qu'artiste, on plonge dans un autre monde, mais on en revient. Tandis que les psychotiques, ils plongent et ils y restent. Ouais. C'était une de mes arguments. Enfin, je comprenais bien que cette autre façon d'aborder la vie, le monde, le présent, donc, parce qu'il y a une espèce de fuite quand même. Une fuite et des sensations, c'est pas pour rien qu'on devient psychotique. C'est parce qu'il y a des sensations tellement extravagantes, tellement, en particulier dans ces sensations de temps, de lumière et tout, qu'on comprend qu'il y a des gains secondaires. Qui font jouer naturellement la dimension du temps. On joue sur cette rapidité ou ce ralentissement extrême, avec des contemplations très très lentes. Et tout ça est très très varié. Vraiment, moi je suis... De même qu'on a un abord de la réalité des sentiments très pessimistes ou très optimistes, qui sont variables d'une heure à l'autre, d'un jour à l'autre, de même on a des sensations de temps très variable, où c'est dense, c'est rapide, et ça marche, ou bien alors c'est lent, c'est terrible, ça n'en finit pas, et ça marche pas. Ça n'avance pas. Alors, ce que j'ai remarqué, moi, en ce qui me concerne, et en ce qui concerne surtout la maladie mentale, c'est que le rapport à la réalité, qui est un rapport dominant normalement chez une personne normale, votre rapport à la réalité domine votre rapport. Tandis que chez le malade mental, un peu comme dans le rêve, on a l'impression que la réalité ne vient plus opposer ses faits et que l'imaginaire commence à envahir la conscience et envahir le domaine de la perception de la réalité. Et donc, comme dans le rêve, il y a une espèce de fusion entre la réalité et l'imaginaire, ou l'inconscient même, l'inconscient qui serait, alors là, la définition de l'inconscient, on ne va pas se mettre là-dedans, mais l'inconscient où il y a une partie de rêve, enfin une partie de choses qui ont été accumulées, de fantasmes, etc. Et je dirais que ce décloisonnement qu'on voit dans le délire et dans le rêve, pour moi, il me semble extrêmement proche. Le délirant est comme un homme qui rêve alors qu'il est éveillé. Et il rêve parce que
sa vision de la réalité ne répond plus vraiment suffisamment, ne répond plus aux besoins qu'on a normalement de la réalité, à l'adaptation qu'on a normalement de la réalité, qui est qu'elle domine notre pensée et elle doit nous apporter une réponse. Et on doit accepter les faits la pomme est verte ou rouge, les choses ont une réalité qu'on accepte. Tandis que dans la folie, les choses sont doublées de tout un monde magique et leur apparence n'est pas la réalité. Leur apparence est doublée de quelque chose qui serait une autre réalité qui est derrière l'apparence et qui permet des interprétations délirantes et qui sont que cette pomme elle est là parce que quelqu'un l'a placée pour telle et telle raison et on pourrait penser qu'elle est empoisonnée et tout ça peut dépendre de la vision favorable ou de l'imaginaire, de mon imaginaire au moment où je le vis. Donc, normalement, on a un présent qui est présent dans un rapport à une réalité qui est une réalité qui impose ces lois, ces lois qui sont des lois de pesanteur, de distance, de ceci et de cela. Donc, l'homme normal, il est en rapport avec cette réalité-là qui est la réalité entre guillemets de tout le monde, avec des petites nuances, mais il y a quelque chose d'objectif quand même dans la réalité, autrement on ne dirait pas une pomme est une pomme, on ne s'entendrait pas. Et le malade mental, dans cette réalité, il rajoute d'autres lois, il rajoute des lois imaginaires, des choses imaginaires. Et ça, si on ne le comprend pas, on ne peut pas soigner la personne, d'autant moins qu'il faut toujours croire qu'il peut s'arrêter et qu'il faut lui montrer, le ramener dans la réalité. C'est très important de tout le temps lui faire des choses concrètes et qui lui permettent de toucher les choses, de reconstruire son rapport à la réalité. Alors que souvent, dans les cliniques, on les laisse rêver, on les laisse seuls dans une pièce, qui est la chose la pire qu'on puisse faire pour un malade mental. Parce que justement, à ce moment-là, il rêve de plus en plus et il reste dans son monde. Alors qu'il y a des cliniques où on leur fait faire de l'ergothérapie, on leur fait toucher des choses, fabriquer des choses. Et ça, c'est bien. Parce que progressivement, ils sont attirés par des rapports normaux, entre guillemets, à la réalité. Des rapports qui sont très concrets, où la réalité est là, ils la touchent, ils sont en constant rapport avec la réalité. Tandis qu'autrement, bon, ça fleurit et ça devient imaginaire, de plus en plus imaginaire. Super. Mais dans le monde de l'art, vous savez que maintenant, on cherche toujours du nouveau. Ouais. Depuis Duchamp, si on ne crée pas du nouveau, on n'est pas un peintre, on n'est pas un artiste. Donc, ce qui est important, c'est d'aller chercher toujours plus loin des fantasmes ou des images qui sont précisément des images extrêmement biaisées, extrêmement imprégnées soit de subjectivité, soit de choses imaginaires, soit de science, soit techniquement des choses où on va prendre des techniques dans d'autres domaines et les appliquer, soit des matériaux eux-mêmes différents. Moi, si j'ai un matériel très brillant, noir et brillant, je vais en faire des choses différentes des autres artistes parce qu'il sera utilisable d'une façon différente. Donc, imaginer une utilisation, c'est aussi se confronter à une réalité différente, importer des choses différentes dans l'art et avoir une idée sur une nouvelle utilisation ou une nouvelle vision ou une vision encore plus sombre ou plus abstraite ou plus personnelle. Y mettre des choses de tripes, très personnelles, des signes et des images qui nous sont personnelles et qui nous obsèdent. Un artiste, pour moi, est quelqu'un qui se confronte au présent de l'art. C'est-à-dire que l'art existe à l'heure actuelle et il est
sur un certain mode, on est obligé de se dire les autres font ceci, ceci, cela, hein, actuellement, ici et maintenant. Alors on peut avoir deux attitudes ou plusieurs attitudes, de dire je m'en fiche complètement, j'essaye d'être totalement personnel, et à ce moment-là, je serai quand même différent et nouveau, parce que chaque individu étant extrêmement personnel, il est forcément nouveau, puisqu'il est différent des autres. Mais chercher le personnel vraiment esthétiquement vendable, si j'ose dire, esthétiquement, qui accède, qui permet des images accessibles à l'autre, c'est pas évident. Donc tout ça, c'est le côté personnel. Mais donc on se fiche du présent de l'art à la limite. Mais on peut se dire aussi, voilà ce qui a été fait. Moi, je vois tout ce qui est déjà là. Donc tout ce qui est présent dans l'art, et j'essaie d'ajouter quelque chose à ce que je vois présent dans l'art. Par exemple, Soulages, qui a fait des choses en noir sur noir, eh bien il ne les a pas faites en relief. Et donc j'étais contente, en trouvant du matériel, de faire des choses en relief. En revanche, Bourri, qui a fait des choses noir sur noir avant Soulages, avait fait des choses en relief, mais pas comme les miennes. Et donc de même, Klein a fait des choses monochromes avec du relief. Mais le relief sera différent, donc je chercherai un relief différent de ce qui a été fait en monochrome. Et tout ça est une réflexion sur qu'est-ce qui est déjà là, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce que je peux ajouter dans mon présent à moi. Très bien.